connaissez la fille qui commence un vlog lecture sans filmer? Voilà, bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une troisième bataille livresque. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous mets le premier juste ici. Il s'agit d'un vlog lecture où je demande à 5 personnes que j'apprécie énormément de me donner leur top 10 de l'année dernière. Je choisis une lecture parmi ces top 10, je les lis, je leur donne une note et à la fin on a un gagnant. Pour l'instant, les vainqueurs des dernières batailles livresques sont Dylan de la page Instagram Vintage Navy Books et Louise de la chaîne YouTube Les Affaires de Louise, la même chose sur Instagram. Donc là, on commence une nouvelle bataille livresque avec 5 nouveaux participants. Je les remercie évidemment énormément d'avoir accepté de faire partie de cette vidéo. Et pour cette vidéo vont concourir Marie de la chaîne Mirazonchi, Manon de la chaîne Vibration Littéraire, Camille de la chaîne Madame Errance, Gladys de la chaîne Les Pépites de Gladys et Lucie du compte Instagram Entre les lignes de Lucie. Et évidemment vous avez tous les comptes, toutes les chaînes, tous les liens Instagram dans la barre d'infos. Et pourquoi je me dépêche? Parce que figurez-vous que j'étais en train de me préparer. Ah chouette, je vois Marie cet après-midi, je vais lui dire que j'ai commencé son livre. Là je me suis dit, j'ai commencé son livre, mais j'ai pas commencé le vlog, donc coucou, voilà. On va commencer donc, vous l'avez compris, par le livre que j'ai choisi dans la liste de Marie. Je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'il y a dans sa liste. Mémoire de la forêt, mais vous verrez, ce sera utilisé pour quelqu'un d'autre. Alabama 1963, 8 battements d'ailes, je crois que c'est un roman de Charleston. La vie invisible d'Eddie Larue, elle m'a mis entre parenthèses, on est d'accord, il est génial. J'ai juste 3 éditions, mais à part ça, tout va bien. Léo de Hurlevent, qui est mon classique préféré que j'ai lu pendant des années quand j'étais au collège, j'adorais lire. Les Hauts de Hurlevent, c'est même le premier livre que j'ai annoté. Alors attention, j'ai surligné un truc au crayon de papier et j'ai marqué Amy au crayon Posca, vous savez, sur la couverture parce que ça s'enlève en grattant. Bref, voilà. Persuasion de Jane Austen, j'ai très longuement hésité à prendre Persuasion parce que pour moi, Marie, c'est Jane Austen. Mais je me suis dit qu'intégrer un classique dans une bataille livresque, c'est vraiment pas lui faire honneur. Parce que je trouve que les classiques sont pas vraiment à mettre au même niveau que la littérature moderne entre guillemets, parce qu'on n'est pas du tout sur le même style. Au-delà du genre littéraire, on est vraiment sur des choses très différentes et j'ai préféré pas mettre ça, déjà que je trouve que selon ce que je prends c'est pas très équitable mes choix, donc voilà, j'y ai pensé mais je l'ai pas fait. L'Empire du Vampire, il est là, une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Le Chuchoteur, j'ai hésité à prendre celui-ci aussi mais j'ai vu que c'était une trilogie, j'ai pas voulu m'embarquer dedans. La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Et Un manoir en Cornouailles, c'est un, je sais pas si c'est un cosy mystery ou un thriller mais ça me tentait bien, mais j'ai choisi Alabama 1963 que je lis en audio. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemek et normalement c'est publié chez Cherche Midi. Moi je l'écoute en audio, je l'ai acheté sur Audible. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Bah déjà parce qu'il me tentait et surtout parce que je sais que ce duo d'auteurs font les livres préférés, enfin certains des livres préférés de ma copine Maud de Maud and Her Sweet Books que vous avez vu dans la première bataille livresque. Et du coup je me suis dit que voilà, j'avais pas pris America sur sa liste, j'allais prendre Alabama 1963 et du coup je l'écoute en audio. Et pour l'instant, parce que j'ai quand même écouté presque la moitié du roman, je dois vous dire que j'adore. Alors déjà la narratrice est vraiment très chouette. J'ai presque l'impression d'entendre la doubleuse de Viola Davis. Donc vraiment on est à fond dedans. Alors l'histoire, parce que peut-être ce sera intéressant de vous le dire, c'est l'histoire d'Adela qui est une bonne donc noire dans l'Alabama des années 1963 évidemment, qui subit évidemment énormément de racisme, qui est vraiment une employée qui est exploitée par ces riches femmes blanches de l'époque. Et elle va perdre une de ses clientes parce qu'en fait elle fait le ménage 2 fois par semaine chez plusieurs clientes et il y a une de ses clientes qui va la virer et du coup elle va essayer de retrouver un emploi pour parvenir à ses besoins parce que c'est compliqué pour les familles de cette classe sociale à cette époque là. Et elle va trouver une petite annonce chez un inspecteur qui s'appelle Bud, qui est blanc et un peu raciste et qui lui-même d'ailleurs n'a pas posté cette annonce, ce sont des amis à lui qui l'ont posté parce que c'était crado son local en fait. Il a été viré de la police et il est engagé par des Afro-Américains de retrouver une petite fille qui a disparu. Et il va prendre l'affaire, même s'il est un peu raciste, il va quand même prendre l'affaire. Et en fait va
naître entre les deux une espèce de dynamique de duo qui est géniale. Je les trouve très drôles, je trouve que l'écriture est très fluide, ça se passe vite mais en même temps on a quand même assez de détails pour se permettre de se faire vraiment un contexte, de se mettre dans l'ambiance, mais ça va quand même assez vite. J'adore autant les points de vue de Bud que d'Adela parce que je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Après bon voilà, je ne fais pas partie ni de la classe sociale de Bud ni d'Adela, enfin voilà, je n'ai rien à voir avec ces personnages là, mais de mon point de vue je trouve qu'ils sont bien écrits. Vraiment j'adore leur duo, je le trouve très très drôle parce qu'elle elle va commencer en fait à l'aider parce que bah, vu qu'elle est afro-américaine, elle va avoir plus la confiance de ses semblables. À l'époque où même si la ségrégation a été abolie, bah en fait elle continue de facto d'exister, même si c'est plus une loi, et du coup bah ils ont tendance à se méfier de cet inspecteur blanc comme ça, et du coup c'est Adela qui fait un petit peu l'intermédiaire, et c'est marrant parce que bah en fait Adela elle est pas lettrée et petit à petit il va l'entraîner et elle va apprendre des choses et en fait je trouve leur duo juste adorable. J'aime beaucoup ma lecture pour le moment. C'est une lecture audio, comme je vous ai dit, le narrateur est exceptionnel. Je vais vous laisser là pour le moment parce que sinon je vais être en retard pour voir Marie. Désolée pour cette intro ultra rapide, mais promis pour la suite j'essaierai de m'attarder un petit peu plus sur la suite. Et puis je vais continuer du coup à écouter cette lecture audio pendant que je prends les transports en commun pour la rejoindre. On va aller manger dans un restaurant asiatique que j'adore et ensuite on va aller faire le tour des librairies. Je vous mettrai évidemment quelques petits plans et puis je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour discuter un petit peu de Alabama 1963 parce qu'il me reste 50 minutes. Autant vous dire que je le finis demain, c'est sûr. Vraiment je surkiffe mon écoute de Alabama 1963. La narratrice est absolument géniale, je vous l'avais déjà dit, mais on est passé par pas mal de choses, notamment au niveau du contexte géopolitique. Il y a eu l'assassinat de Kennedy qui a été un petit peu un grand coup de massue pour l'Amérique entière, blanc et noir. Et du coup c'est pas mal incorporé je trouve dedans. Et surtout ce que j'aime beaucoup c'est que on se remet beaucoup en question dans ce livre. Les personnages principaux se remettent beaucoup en question pour faire fi en fait de tout ce qu'ils ont toujours pensé par rapport aux gens qui étaient différents d'eux et essayer d'être beaucoup plus tolérants. Ça se voit notamment avec Bud qui est donc ce détective privé qui à la base était très raciste et qui finit par s'en prendre physiquement à un de ses anciens collègues qui a osé dire la phrase raciste de trop je pense. Il y a beaucoup de choses par rapport au KKK, il y a aussi alors sans trop en dire pour pas spoiler, mais il y a une autre thématique qui arrive avec une nouvelle maîtresse de maison on va dire qui vient du Canada, qui est toute jeune, qui connaît pas trop les conventions sociales en Alabama du moins, et qui va être très fraîche, qui va être très agréable avec Adela et qui va peut-être être même la première personne blanche qui dès le départ va vraiment la traiter comme une égale, parce que Bud même s'il y vient il a commencé en ayant d'énormes a priori sur elle. Et en fait je pense que ça va aussi permettre à Adela de se donner beaucoup plus de force par rapport à des événements qui vont arriver. Le fait que quelqu'un l'ait enfin considéré comme son égal sans réfléchir une seconde en fait à sa couleur de peau. Et je trouvais que c'était un beau moment, voilà c'est un beau moment. Là je crois que je sais ce qui se trame pour la fin, c'est révoltant, c'est dégoûtant, c'est quelque chose de terrible. De toute façon ce roman est révoltant par tout ce qui est racisme. Mais voilà, il y a des thématiques par rapport à la disparition des enfants qui sont vraiment très dures. Mais c'est toujours raconté avec beaucoup de touches d'humour, notamment avec les copines d'Adela, qui sont certes un peu clichés, mais qui amènent vraiment ce vent de fraîcheur, tout comme Shirley d'ailleurs, qui fait que même si on est sur un roman qui est plutôt dur, ça compense avec justement ces moments beaucoup plus légers. Et j'aime beaucoup, franchement j'adore. J'ai pas encore fini mais pour sûr ça va être
une très bonne note, une très bonne lecture. Et pour sûr aussi je lirai le deuxième roman des auteurs qui est Americas je crois. Je crois qu'ils en préparent un pour 2024, mais vraiment très très belle découverte. Et bon courage pour ceux qui passent derrière pour cette bataille d'ivresse, parce que j'ai pas encore la note en tête, mais à mon avis ça va être pas mal du tout. Voilà, sinon à part ça, hors livre, on allait voir La Petite Sirène dimanche. Et franchement, j'ai adoré. C'est un très bon moment. Du coup, je vais vous laisser. Je vais essayer de me détendre ce soir, lire un livre, peut-être me faire brûler une bougie, je ne sais pas, mais voilà, essayer d'être en mode détente absolue. Et puis je reviens vous parler sûrement demain pour vous donner mon avis final et ma note pour qu'on puisse enchaîner et commencer avec une nouvelle lecture. Et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on se retrouve en pyjama, déjà parce qu'il est magnifique et parce que je suis très fatiguée. Mais avant de vous parler de la fin du livre et de le noter, je voulais expliquer un peu mon stress de ces derniers jours, de ces derniers mois, mais j'ai eu mon permis de conduire. J'ai 12 ans de retard, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais. Ça a été des jours très très stressants, des mois très stressants, surtout là ces derniers jours. Et du coup, je suis complètement HS, mais c'est pas grave, en plus j'ai un mariage samedi donc... je pensais qu'on était vraiment beaucoup moins que ça à le passer à un âge un peu tardif. Ne lâchez rien, vraiment, je sais à quel point c'est chiant, c'est dur, ça fait peur, mais ne lâchez rien. Voilà, petit aparté, permis de conduire. J'ai également terminé, donc Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niémec, publié chez Cherche Midi. Je l'ai écouté en audio et avec un petit peu de spoiler, je l'ai tellement aimé que je l'ai commandé en version papier. J'ai versé ma petite larme à la fin parce que c'était vraiment prenant. J'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement attachants, que les deux personnages allaient vraiment bien ensemble et comme le disaient les auteurs à la fin, parce qu'il y avait un petit interview à la fin du livre audio, ils ont vraiment créé deux personnages qui étaient en totale opposition, tant que ce soit de la race, du sexe, des opinions religieuses, de tout, c'était vraiment deux opposés. Et ils ont réussi malgré tout à s'attacher l'un à l'autre, alors pas du tout dans une manière romantique, et ça c'est chouette parce qu'on voit pas souvent ça, l'amitié en fait, mais ils ont réussi en fait à réellement tisser une relation amicale qui était juste très belle et pleine de tendresse, mais pas de tendresse amoureuse, et puis surtout pleine de tolérance, parce que au début ils ont vraiment tout qui les oppose, lui il est raciste au possible, et puis petit à petit au contact de l'autre, ils changent un petit peu leur façon de penser l'un l'autre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau et très bien fait et j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà, ça retrace des moments historiques un peu importants, ça retrace une histoire aussi de l'Amérique très, très raciste, très esclavagiste, même si l'esclavage est aboli à cette période-là. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment passionnant, c'est extrêmement bien écrit, il y a beaucoup d'humour, c'est très rythmé. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent roman. On est à ça du coup de cœur. Mais je pense qu'avec le stress du permis, je peux pas avoir de coup de cœur. Alors cette vidéo sortira bien après ce que je vais vous citer, mais là derrière vous voyez en fait il y a mes romans que j'ai lus en mai, parce que je vais juste après me changer quand même un minimum et tourner le bilan du mois de mai. Et globalement sur la fin de ce mois de mai, avec le stress du permis, j'ai eu des lectures vraiment moyennes. Et beaucoup, je pense, est dû au fait que j'étais extrêmement stressée, extrêmement fatiguée. Et du coup, là c'est un petit peu pareil, genre j'ai adoré ce roman, mais je pense que mon état mental fait que j'ai pas pu vraiment aller jusqu'au coup de cœur, mais on y était presque. Donc voilà, attention là à la suite, les autres romans qui sont dans cette bataille d'ivresse, parce que déjà la barre est très 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 haut. Alors du coup je vais faire l'annotation en même temps avec vous. Alors en personnage je vais mettre 10 parce que je trouvais que les personnages étaient exceptionnels. En atmosphère je mettrai 7. 7 parce que ça repose quand même énormément sur les personnages. C'est vraiment un gros point fort. Enfin les personnages prennent vraiment le pas sur le décor, donc je vais mettre 7. En écriture je vais mettre 9 parce que c'était très bon. En histoire de base je vais mettre 7 parce que on est sur un roman un peu hybride entre de la littérature générale et du policier, et c'est vrai que c'est peut-être le petit truc qui m'a un peu frustrée, c'est que l'enquête est quand même très survolée parce que c'est pas le cœur du sujet.
c'est un à côté, mais du coup j'aurais peut-être voulu un peu plus. En intrigue je vais mettre 8 parce que j'avais vraiment envie d'y retourner. En logique je vais mettre 8 parce que je vois pas quoi dire de plus. Et en appréciation je vais mettre un très bon 9 et on arrive à 8,29 sur 10 et 4,5 étoiles sur 10. Là on commence par du très lourd, mais en tout cas vraiment merci Marie de m'avoir fait découvrir ce roman parce que vraiment il est super chouette et je pense que ma copine Maud qui adore ce duo d'auteurs va être ravie de savoir que je l'ai autant apprécié. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette bataille d'ivresse. Hello, je vous retrouve bien longtemps depuis le dernier clip. Alors certes j'ai fait entre temps un 7 jours 7 livres, donc j'ai pas l'impression de vous avoir quitté il y a très longtemps, mais il me semble que ça va faire quasiment un mois que je n'ai pas continué cette vidéo. Donc il est temps de vous présenter le prochain livre de cette bataille livresque. Pour la deuxième personne, j'ai demandé à Lucie du compte Instagram Entre les lignes de Lucie, qui est une personne que j'aime beaucoup, qui est très douce, très gentille, qui fait de très beaux envies et qui est de manière globale une très belle personne. Je vous invite à aller voir son compte. Elle a des lectures plutôt éclectiques, c'est-à-dire qu'elle va lire un peu tous les genres, mais c'est vrai que contrairement à moi qui ai une prédominance fantasy et qui ensuite va lire un petit peu du reste, elle c'est aussi plutôt l'inverse, un petit peu comme Lovelda dans la première bataille livresque. C'est vrai qu'elle va lire peut-être un petit peu plus de choses contemporaines, mais elle va quand même lire un petit peu de fantasy, ce qui fait que je me retrouve quand même vachement dans ses avis, et du coup je vais vous présenter la liste qu'elle m'a donnée. Donc dans sa liste nous avions le Comte de Monte Cristo, et alors un jour je le lirai, mais je suis pas sûre que pour une bataille livresque ce soit le meilleur titre à prendre, et puis surtout il est quand même un petit peu long. Ensuite On était des loups, et alors ça je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas du tout et pour le coup ça c'est peut-être de la littérature un petit peu trop blanche pour moi. Ensuite on a Daisy Jones and the Six. Je l'avais mis sur ma shortlist mais ce serait un petit peu triché parce que je sais pas si vous voyez mais là j'ai le vinyle, j'adore la série et du coup je connais aussi un petit peu l'histoire. Ensuite on a La République du Bonheur et ça aussi ça ne me dit rien du tout. Ensuite on a Betty de Tiffany McDaniel, je crois que c'est. Ça c'est un ouvrage qui me tente aussi mais qui est bien particulier et je pense que vu que ça s'éloigne encore une fois de ce que je lis d'habitude, je suis pas sûre que ce soit l'ouvrage approprié pour cette vidéo. Ensuite on a La vie qu'on m'a choisie que j'ai failli prendre qui est d'Hélène Marie Wiseman, j'avais adoré. Là où sont tes racines et en fait La vie qu'on m'a choisie c'est le premier titre qui a été publié en français de cette autrice. J'ai failli le prendre. Ensuite on a La vie invisible d'Adi Larue. Que dire, voilà. On a également Anne de Green Gables et ça c'est pas une saga qui me tente plus que ça j'avoue, hein, on va pas se mentir, c'est passé partout mais moi c'est pas une saga qui me tente plus que ça parce que je connaissais pas quand j'étais petite donc j'ai pas cet attachement en fait à la saga. Et on a aussi Fille de la mer de Marie-Lynn Bracht, je ne l'ai pas dans ma pile à lire donc ça ne m'a pas plus tenté que ça. Et enfin le dernier, et en fait Lucie il faut le savoir est ce qu'on appelle une voix de Hurlevent, donc elle fait partie des ambassadrices en fait tout simplement de la maison d'édition Hurlevent. Et le dernier qu'elle a mis c'est un livre que j'ai très envie de lire qui s'appelle Des cendres sur tes mains de Nora Lake. Alors je crois qu'elle est sur Instagram cette autrice mais je ne me rappelle pas de son nom. C'est un roman, alors les éditions Hurlevent c'est écrit très gros hein. Donc c'est 450 pages mais à mon avis ça se lira plutôt vite. Et là on est sur l'Angleterre gothique avec un manoir un peu bizarre, avec un orphelin, avec des secrets, voilà tout ce que j'aime beaucoup. Alors on est en juin mais aujourd'hui jour béni, après moult jours de chaleur, il pleut depuis ce matin. Du coup il fait bon, il y a de l'orage et tout, du coup j'ai trop envie de lire quelque chose comme ça là tout de suite. Donc je vais me lancer là-dedans et en plus je sais qu'elle est très impatiente d'avoir mon avis dessus parce que ce matin elle m'a dit au fait tu le lis quand? Je me suis dit bah je le commence aujourd'hui. Bon voilà, j'ai le temps, j'ai envie de le lire, donc je vais le commencer aujourd'hui. Donc je reviendrai vers vous. Je sais qu'il a eu énormément de bons retours et pas que des ambassadrices. Je pense notamment à Manon et de Vibration Littéraire et je crois Marie de Mirazonchi aussi, il me semble. Et surtout il y a une playlist de lecture avec de la musique classique et ça
Ça c'est un plus incroyable à cette histoire. Et puis voilà, de toute façon je pense que ça va être une très bonne lecture. Et en même temps, après Alabama 1963, je crois qu'il fallait un petit peu du lourd quand même. Hello, je vous retrouve, les cheveux tout mouillés et claqués. Donc clairement cette update va être très court, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une update. Donc j'ai bien entamé Descendre sur tes mains, j'en suis à la page 173. Et pour info, au début il y a une liste de lecture de musique. Et je me tiens religieusement à écouter la musique en même temps que je lis les chapitres. Et on va suivre la jeune Alice qui, très jeune, 13 ans je crois, va être sortie de l'orphelinat puisqu'apparemment elle serait reliée à un monsieur très riche. Elle serait potentiellement sa fille et du coup elle va être amenée dans un manoir un peu lugubre avec un tuteur qui s'appelle Monsieur Edwards qui est un grand féru d'échecs, qui est très bizarre mais qui va construire des moments avec elle en lui apprenant à jouer aux échecs. C'est un peu leur petit moment on va dire. Et donc cette Alice elle va grandir petit à petit jusqu'à ce qu'elle devienne une femme et commence un jeu un petit peu malsain entre les deux où Monsieur Edwards il va commencer à la regarder un peu plus comme une femme alors que c'est son tuteur et même sa suivante à Alice elle trouve qu'il y a des choses un peu bizarres. Et en parallèle, on apprend un petit peu ce qui est arrivé à la femme de Monsieur Edwards. J'en sais encore pas grand chose là-dessus, mais je sens qu'il y a des choses un peu bizarres. Et puis ça m'étonnerait pas qu'il y ait des fantômes. Bref, je sens que là on arrive sur une tension un peu fantomatique. Et en même temps, on sent que le Monsieur Edwards, il est pas net et il est bizarre et il est un peu malsain, mais en même temps un peu attirant. C'est très bizarre. Parce qu'il est à la fois malsain et à la fois on a envie d'en savoir plus sur ce Monsieur Edwards. Bref, il y a des choses un peu bizarres, mais par contre, qu'est-ce que c'est chouette. L'écriture, elle est trop cool. Elle est immersive, elle est fluide. Franchement, ça se lit tout seul, mais tout seul. Et en plus, enfin, je veux dire, hier j'étais épuisée et pourtant j'ai lu 172 pages. C'est vous dire à quel point ça se lit vraiment tout seul. C'est vraiment très chouette. Il y a une ambiance, une atmosphère. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe progressivement, une sensation. Et je pense que la musique renforce un petit peu cette sensation. Et j'aime beaucoup en fait cette association de musique et de lecture. Donc vraiment, je passe un très bon moment. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le week-end. Je vais pouvoir me reposer un peu. Mais j'espère pouvoir le lire bien ce week-end et le finir max lundi. En tout cas voilà, je me régale. Je me régale, je passe un trop bon moment. Alors certes, ce serait plus pour moi une lecture d'automne, mais je fais une exception, on va dire ça. Donc voilà, je vais vous laisser, je suis claquée, franchement je vais couper la caméra. Je vais aller rejoindre mon monsieur qui va bientôt rentrer. Enfin, il va me rejoindre du coup. Et on va manger de très bons burgers que je viens de commander et que je viens de recevoir. Et puis après je vais dormir, je vais lire et dormir. Mais principalement dormir, du coup je vous dis à demain. Dimanche et je rentre du ciné, on est allé voir Élémentaire et franchement c'était un chouette film. J'espère que vous entendez pas trop la machine à laver derrière. C'était vraiment chouette. De toute façon les Pixar c'est souvent quand même assez mignon. Mais je viens surtout vous parler parce que j'en suis bien avancée dans Descendre sur tes mains puisqu'il me reste ceci à lire, donc pas grand chose. Franchement c'est vachement cool, j'aime beaucoup, il y a une ambiance qui est très sombre, qui s'assombrit d'autant plus là dans les pages que j'ai lues. Il y a des traitements des préférences on va dire du personnage principal sans trop en dire. Il y a aussi tout un aspect autour des fantômes qui vraiment s'intensifie. Je pense avoir deviné ce qui se passe parce que c'est quand même assez évident, mais je préfère pas vous le dire pour que vous le découvriez petit à petit dans votre lecture. Mais pour ceux qui l'ont lu, ça concerne Edelweiss et enfin je le voyais venir, mais c'est très bien fait et j'aime beaucoup. Et je dirais qu'on est sur une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur parce qu'il me manque juste ce petit truc émotionnel qui fait que vraiment je suis transportée, mais je le bouffe, je le lis avec la musique classique dans les oreilles et c'est exceptionnel, c'est excellent, mais il me manque le facteur émotionnel qui va faire que je vais me dire ah c'est un coup de cœur. Parce que là, objectivement, je sais que c'est une très bonne lecture,
mais j'arrive pas à le mettre dans coup de cœur pour le moment parce que je sais pas, il me manquait un petit truc, mais c'est pas parce que c'est pas un coup de cœur que je me régale pas. Au contraire, comme je vous ai dit, c'est une excellente lecture. Et ben là je vais me mettre à finir, on va dire, les dernières pages. Quoi qu'il en soit, je vous avais dit que j'allais enchaîner directement sur le 3e livre, mais en fait j'avais oublié qu'il fallait que je finisse un livre avant la fin du mois. Du coup je vais faire une pause entre les deux, mais je reviens très très vite. Déjà je vais revenir pour vous donner mon avis final et le noter, mais je vais revenir très très vite avec le 3e titre de cette bataille d'ivresse. Mais quoi qu'il en soit, je vais déjà lire ça et puis je reviendrai vous voir et faire ma petite note. Bonjour tout le monde, c'est la Émilie du montage qui se rend compte que je n'ai jamais clôturé la lecture de Descendre sur tes mains de Nora Lake. Donc bien longtemps après que j'ai fini d'en parler, je viens vous en parler. Ça a été une très bonne lecture. Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé que on couplait à la fois la sensualité de la Dark Academia avec la froideur et la moiteur du côté plutôt gothique horreur, et que ce mélange des deux, franchement ça marchait à fond les ballons. Moi, petite mention spéciale pour la playlist de lecture au début, parce que moi qui suis une mélomane, j'avoue que c'est super plaisant d'avoir une playlist de lecture et pouvoir se plonger d'autant plus, parce que la musique, surtout la musique sans paroles, ça a tendance à vraiment raconter une histoire bien au-delà des paroles. Et d'ailleurs c'est pour ça que les musiques de films existent, pour vous faire passer des émotions et des messages sur des scènes où il y a juste des plans en fait visuels, et c'est grâce à ça que vous ressentez des émotions, notamment pour ne citer que les plus célèbres, Les Dents de la Mer, cette musique qui fait monter l'angoisse alors que vous ne voyez que des vagues à ce moment là. C'est tout là la beauté, moi je trouve, de la musique, et justement ce ne sont pas des chansons, c'est vraiment de la musique et c'est très différent, et ça j'adore parce que quand il y a des chansons j'ai tendance à chanter et du coup je me perds un peu dans ma lecture, alors que la musique je trouve que c'est vraiment optimal pour vraiment rapporter une ambiance en plus à l'histoire. Et clairement c'est ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas ce que vaut la lecture sans cette playlist, vu que je l'ai pas lu sans playlist, mais quel bonheur, c'était trop chouette. La mise en page est plutôt agréable, le livre est très agréable, c'est écrit gros, c'est un papier de qualité, le hardback aussi est de qualité. Franchement autant ils sont chers, mais c'est compréhensible parce que c'est vraiment des livres de qualité. Et puis au-delà de ça, vraiment c'est une histoire qui m'a prise au trip, qui m'a tenue en haleine. Alors oui, j'ai deviné la fin avant que ça arrive, mais ça m'a pas dérangée. Là c'est pas vraiment ça l'intérêt, c'est plutôt l'éveil d'une jeune fille et tout ce qu'il y a autour de malsain, tout ce qu'il y a autour aussi d'Isaac, tout ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a exactement fait. Et même si on devine certaines choses, on peut pas deviner l'entièreté, on va dire, du plot twist qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt des circonstances et du pourquoi ça s'est passé. Je pense que c'est ça qui est important, et c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, mais plutôt pourquoi ça s'est passé. Et j'aime beaucoup la plume de Nora Lake, j'ai vraiment eu l'impression d'être face à une plume anglo-saxonne. Alors j'ai été un petit peu sur Instagram et je pense que on a un peu les mêmes références niveau Dark Academia, et elle est très influencée par l'esthétisme et les particularités de l'univers en fait anglo-saxon. Du coup ça se ressent, mais ça se ressent dans le bon sens. Voilà, c'est les choses que j'apprécie dans ce genre de littérature que je retrouve là-dedans, et c'était très bien fait. Voilà, et j'ai passé un excellent moment. C'est pas un coup de cœur parce que je pense qu'il m'a manqué peut-être un petit truc, mais excellente lecture. Je vais vous annoncer la note que je lui ai mise, parce que vu que je l'ai fini à un moment, je l'ai déjà noté. Non mais je suis persuadée que je l'avais fait en vidéo, mais c'est pas grave. Alors les notes que je lui ai données, je lui ai donné un 7 en personnage, parce que je trouvais que certains personnages n'étaient pas assez creusés pour que ce soit vraiment optimal, mais c'est déjà très bien. En atmosphère j'ai mis un 9, parce que c'est quand même le gros point fort de cette lecture. En écriture j'ai mis un 8 car c'est une très bonne écriture. Je mets rarement au-dessus de 8, sachez-le, je mets très souvent 8, mais peu souvent 9 ou 10. Donc 8 c'est très bien.
En intrigue générale, j'ai mis un 9, ce qui est excellent. En intrigue, c'est-à-dire plutôt l'envie que j'ai eu de retourner au livre, j'ai mis un 9 parce que aussi j'avais trop envie de continuer ma lecture. En logique, j'ai mis un 6 parce que la fin m'a fait me questionner quand même sur certaines choses et j'étais pas totalement convaincue, mais après ça c'est un ressenti tout à fait personnel, voilà. Et en appréciation globale, j'ai mis un très bon 9. Vous l'aurez compris, ce livre a une moyenne de 4,5 étoiles, mais surtout 8,14, ce qui est excellent, sachant que je suis quand même assez sévère, je trouve, dans mes notations. J'ai tendance à noter plus bas que plus haut, et du coup 8,14 c'est vraiment super bien. Mais du coup, même si on n'est pas très loin, on n'est pas encore au-dessus d'Alabama 1963, qui avait eu 8,29. Franchement, les deux sont côte-côte quoi. Chacun des livres en fait avait vraiment son truc. Alabama 1963, il y avait une super narratrice. Encore une fois, c'est passé par autre chose que la lecture en elle-même. Et là, la playlist de lecture, ça a été vraiment très chouette. Mais je pense que la profondeur de la relation entre Bud et Adela mérite quand même que Alabama 1963 soit un tout petit peu dessus. Mais franchement, ils sont côte-côte, ils sont pas loin. Et c'était une excellente lecture. Du coup là j'ai fait une mini pause entre mes lectures, mais on se retrouve très vite pour passer à la troisième lecture de cette bataille livresque. Bonjour à tous, on se retrouve quelques jours plus tard, comme je l'avais dit, quelques jours seulement, pour le troisième livre de cette bataille livresque, tout simplement parce qu'on est déjà début juillet et qu'elle est censée sortir mi-fin juillet, max, parce qu'après je vais commencer les vlogs d'été, donc... Là faut vraiment s'y mettre, j'ai pris beaucoup de retard avec cette bataille livresque, mais c'est pas grave, on est sur des bonnes lancées. Donc là j'ai lu Alabama 1963 et Descendre sur tes mains, et on va passer à la liste de Manon de Vibration Littéraire qui a accepté de participer, et du coup je vais vous partager sa liste de 10 titres qu'elle m'a envoyé. Le premier, je vais pas vous le dire parce que c'est celui que je vais prendre, mais elle m'a proposé également Souveraine de Laura Sebastian, et c'est un titre qui me fait de l'œil, mais je ne l'ai pas en ma possession, et pour les batailles livresques, j'essaye au mieux de prendre des titres qui sont déjà dans ma bibliothèque. Elle m'a mis Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin que j'ai lu et adoré, Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Au moment où j'ai fait mon choix, je ne l'avais pas encore en ma possession, je l'ai désormais. Ce sera lu mais pas dans le cadre de cette vidéo. The Prison Healer de Lynette Noni qui a été un gros coup de cœur pour moi. Vraiment, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en young adulte en ce moment. Maudit de Marine Kelada. J'en ai pas encore de Marine Kelada, mais j'espère bien qu'elle sera aux Aliénales et que tu m'emmèneras la voir et que je choisirai un livre du coup à lui prendre, mais je ne l'ai pas. La Porte du Roi de Lisa Schneider, ça c'est un livre, j'en ai jamais entendu parler, je sais pas du tout ce que c'est. Pareil pour Hidden Pictures de Jason Rekulak, je ne sais pas. La Cage de Emma Seig, pareil, là comme ça de nom, ça me dit rien. Et enfin Vampiria de Victor Dixon, mais ça vous savez, je suis quasiment à jour, à part le tome 4, donc le premier de la nouvelle trilogie qui vient de sortir, mais que je me réserve pour Halloween, parce que pour moi c'est le moment où j'ai envie de lire un tome de Vampiria, et vous m'aurez dit il n'y a que 9 titres que je vous ai dit, évidemment, puisque je ne vous ai pas cité le tout premier de sa liste, qui quand je l'ai vu ne m'a pas laissé le choix sur le reste, parce que quand je l'ai vu je me suis dit ok c'est ça que je lirai pour Manon, déjà de 1 parce que je voulais le lire, même si je l'avais pas dans ma bibliothèque. Je pensais qu'on allait me l'offrir de toute façon, sûrement pour mon anniversaire, ce qui est arrivé. Et c'est vrai qu'elle en a vraiment beaucoup parlé. Et en plus, la première fois que je l'ai vue, je sais pas si elle s'en souvient, elle revenait tout juste d'une dédicace avec Michael Brun-Arnaud. C'était à Montreuil, il y avait une dédicace en parallèle en fait du salon de Montreuil, et elle venait tout juste d'arriver, de sortir de cette dédicace, donc je me suis dit... faut absolument que je lise ça pour Manon. Et c'est, du coup je vous ai dit l'auteur, donc vous devez vous en douter, Mémoire de la forêt, donc de Michael Brun-Arnaud, publié à l'école des loisirs. Et c'est ma chère Lovelda d'amour qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un jeunesse qui à mon avis va potentiellement se lire sur la journée, voire demain. Donc je vous ferai plusieurs plans dans la journée, donc si j'ai la même tenue c'est normal, parce que c'est du jeunesse et il y a même pas 300 pages, donc ça va vraiment se lire vite. Mais surtout c'est l'histoire de Ferdinand Taupe, qui est une petite taupe qui a écrit ses mémoires et les a vendus à la librairie d'Archibald Renard. Sauf que Ferdinand Taupe, il a un petit souci, c'est qu'il a la maladie de l'oubli-tout, qui fait énormément écho à Alzheimer.
évidemment. Et en fait, Ferdinand Taupe, il va essayer de racheter ses mémoires à la librairie parce qu'il est en train de perdre la sienne. Sauf que ces mémoires ont déjà été achetées et donc ils vont se mettre en quête pour retrouver l'acheteur de ces mémoires pour que Ferdinand puisse retrouver sa mémoire. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, je savais pas qu'il y avait autant d'illustrations par contre, c'est magnifique. Oui pardon, j'avais dit déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos, cette maladie me touche particulièrement parce que tout simplement mon grand-père avait Alzheimer. Et il l'a eu pendant longtemps et son état de santé a décliné petit à petit, enfin ça a été une longue maladie. Et du coup je suis très sensible sur ce sujet là, déjà de base je suis très sensible, vous le savez, hein, je pleure tout le temps. Mais là à mon avis ça va être très poignant, très prenant. Et en plus je n'ai entendu que des choses magnifiques sur cette histoire par des gens qui en plus ne lisent pas forcément de la jeunesse, donc je pense que ça va être merveilleux. En plus il y a le deuxième tome sur l'automne qui est déjà sorti, que j'aimerais bien lire en automne, et il y a le troisième tome sur l'hiver qui sort en novembre, donc pourquoi pas lire le tome sur l'hiver en début d'année, et puis voilà, ça pourrait être chouette, et puis après attendre que le dernier tome sorte hein, évidemment. Mais du coup c'est ce que je vais lire, et à mon avis... ça va pleurer dans les chaumières. Voilà. Donc je vais tout simplement m'y mettre et puis je viendrai vous voir quand j'aurai un petit peu plus de choses à vous dire sur le sujet. Bon bah j'ai déjà commencé à verser ma petite larme, n'est-ce pas? J'ai lu 100 pages. Il fait 300 pages, donc je me suis dit que j'allais vous faire 2 updates à chaque fois à 100 pages, histoire quand même de vous faire un suivi sur ma lecture, parce que ça se lit très vite, parce que c'est vraiment écrit très gros, hein. Je vous laisse voir comment c'est écrit. Il y a des illustrations, c'est vraiment un roman jeunesse, du coup bah ça se lit très vite, et je sais pas encore si je vais lire 200 pages et que je garde 100 pages pour demain, histoire de laisser maturer un petit peu le truc, ou si je le finis dans la journée. Quoi qu'il en soit, demain ça sera fini c'est sûr. Donc là j'en suis à la page 100, et donc notre petit Ferdinand Taupe, comme je vous avais dit, il cherche ses mémoires, et il se trouve que quelqu'un vient tout juste d'acheter ses mémoires il y a à peine un jour. Monsieur Renard n'a pas vu qui c'était, donc il peut pas lui dire qui a acheté ses mémoires, mais Ferdinand Taupe il a des photos, notamment en compagnie de Maud, qui est du coup je pense sa femme, qui à mon avis n'est plus là. Et il pleure parce qu'il veut la retrouver et puis il comprend pas. Et puis du coup ben il va être convenu qu'ils vont partir tous les deux, suivre un petit peu les vieilles photos, les endroits, en se disant que la personne qui lira le livre va aller à ces endroits là. Voilà, pour la postérité on va dire. Et du coup ils vont commencer leur petit périple, et il faut dire que cette chère Maud apparemment elle a quand même marqué pas mal de monde, puisqu'ils vont... il y a pas mal de personnes, sans trop rentrer dans les détails pour vous laisser la beauté de la chose, qui vont avoir fait des clins d'œil à elle dans les choses qu'elles font dans la vie de tous les jours, j'en dirai pas plus. Et c'était beau et c'était mignon, et on a commencé déjà à avoir plusieurs phases de la maladie. On a la phase où Ferdinand il oublie complètement ce qu'il est en train de dire, et puis il regarde Ferdinand et lui dit ah oui au fait bonjour. Et il y a la phase aussi où il est terrorisé, où il reconnaît plus son environnement, où il reconnaît plus Ferdinand et qu'il lui dit qu'est-ce que vous avez fait de ma femme, pourquoi vous êtes là, vous êtes un chasseur, ou enfin voilà, un carnassier quoi. Et pour quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, c'est vraiment très joliment et très justement retranscrit. C'est beau et c'est mignon, et en même temps ça parle de sujets quand même importants, mais je trouve que c'est fait avec une belle délicatesse en fait. Et les illustrations sont super belles, ça fait très vintage ou dessin aquarelle à la main un peu. Je vous en montre une, je crois que c'est ma préférée pour le moment, je la trouve vraiment très belle. Et je passe vraiment un chouette moment. Alors je passe un chouette moment, mais je suis à deux doigts de chialer, parce que ben, tout me rappelle ce que j'ai déjà vécu, tout me rappelle la maladie, et c'est pas évident parce que même quand quelqu'un part, on l'oublie jamais.
Donc même si la douleur s'atténue, on n'oublie jamais la personne. Et du coup c'est vrai que c'est émouvant pour moi, voilà, clairement. Mais au-delà de l'aspect émotionnel, je trouve que c'est très bien fait et très joliment fait. Et je suis contente qu'il y ait ce genre d'écrit pour les enfants, pour leur expliquer la maladie, et ou pour des enfants à qui on n'a pas expliqué, qui vont lire ça et qui vont comprendre. Et ça, je trouve ça très chouette. Voilà. Je n'en dis pas plus, je vais aller lire. Me revoilà, me revoici. Ça y est, je suis à un peu plus de 200 pages. Et il me reste officiellement une petite centaine de pages. Ça se lit vraiment très vite. Franchement, en 30-40 minutes, je pense que je l'aurai terminé. Mais je crois que j'ai envie de faire durer un petit peu l'expérience. Et puis là, en fait, Ferdinand vient d'apprendre quelque chose dont je me doutais dès le départ. Mais je sens que ça va devenir émotionnel, que ça va devenir un peu dur. Et du coup j'ai pas envie de m'y plonger là tout de suite. Je préfère passer sur autre chose et puis revenir un peu plus tard demain pour le finir. Parce que voilà, je pense que j'ai besoin de digérer aussi, parce que c'est un sujet qui est très percutant chez moi. Et du coup voilà, je préfère laisser un peu passer la soirée et puis demain reprendre et puis terminer cette histoire qui se lit vraiment très rapidement. Ça en fait c'est un livre parfait à mettre dans un 7 jours 7 livres, parce qu'il a beau faire 300 pages, c'est l'équivalent de bien moins parce que c'est vraiment écrit très gros. Et puis c'est un livre pour enfants, vraiment pour enfants, c'est du vrai jeunesse, donc ça se lit à une vitesse grand V. Mais je me suis vue plus tard en train de lire cette histoire à mes propres enfants quand j'en aurai. Et je pense que c'est une histoire qui est transgénérationnelle et qui peut se lire à n'importe quel âge et qui surtout va pouvoir se partager entre générations. Et ça c'est beau, et ça c'est chouette, et c'est rien que pour ça, je pense que je garderai ce livre dans ma bibliothèque jusqu'à ce que j'ai des enfants et que je puisse le mettre sur leur bibliothèque à eux. Parce que c'est vraiment une histoire que je trouve très belle et qui je pense peut vraiment se partager entre parents. De toute façon je vous dirai vraiment le rendu final demain. Là je vais faire peut-être un petit peu de montage pour cette vidéo que je n'ai toujours pas commencé. Et puis ce soir passer sur autre chose qui n'a rien à voir avec la bataille livresque. Et puis demain je viendrai finir ça et vous en parler. La gogole que vous avez devant vous a filmé hier la vie finale sur Mémoire de la forêt. Elle a supprimé. Là où je suis vraiment deg, c'est que la fin m'a fait pleurer comme une madeleine. Et du coup je suis venue vous parler un petit peu à chaud et avec toutes les émotions, et je pourrais pas redire ce que j'ai dit parce que c'était un moment d'émotion, que ça se recrée pas comme ça. Et du coup je suis un peu deg parce que je pourrais pas vous en reparler comme je vous en ai parlé. Quoi qu'il en soit, c'était une excellente lecture. Comme je vous dis, j'ai pleuré à grosses larmes. Puisque je trouve que la question de la maladie et du deuil est extrêmement bien faite. C'est assez touchant pour que n'importe quel adulte puisse lire ce livre et juste pas pouvoir contenir son émotion, mais aussi c'est fait justement avec beaucoup de délicatesse pour que les enfants puissent le lire et que ce soit pas trop dur non plus pour eux. Et je pense que en fait c'est même moins dur pour les enfants parce qu'ils n'ont pas encore vraiment expérimenté un vrai deuil. Souvent moi je me souviens que quand mon arrière-grand-père est parti, ça m'a rendu triste. J'étais triste à l'enterrement, mais et je l'ai pas vécu de la même façon que je l'ai vécu pour mon grand-père. Ça n'avait rien à voir, idem pour mon arrière-grand-mère. C'est des choses qui sont différentes parce que c'est des personnes avec qui on a passé plus de temps. Et c'est vrai qu'en général quand on a un enfant, on n'expérimente pas un deuil très proche avant qu'on ait grandi en fait, tout simplement. Du coup c'est pas la même sensation, c'est pas la même douleur. Et je pense que ce livre résonne d'autant plus quand on est adulte en fait. Quand on a aimé, quand on a perdu, quand on sait ce que c'est, et du coup c'est pour ça que je pense qu'il résonne d'autant plus chez les adultes. Mais il peut se lire facilement par les enfants, ce sera pas trop dur, ce sera émotionnel mais pas trop dur, et surtout ça leur permettra de comprendre certaines choses qui sont difficilement explicables, comme toutes les phases de la maladie d'Alzheimer qui sont vraiment très justement retranscrites. Il n'y a pas de faux, il n'y a que du vrai, et j'ai trouvé ça super chouette qu'on ne parle pas que
du fait que les personnes oublient, parce que souvent c'est un petit peu ce qui est prédominant dans les symptômes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la peur, la terreur même, l'agression, l'agressivité envers les personnes qui essayent de vous aider, il y a le fait de redevenir un peu un enfant, et toutes ces choses-là sont pas forcément toujours exprimées. On se contente souvent de la mémoire qui défaille entre guillemets, alors que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et du coup c'était très bien fait, et je vous dis pas ce qui se passe à la fin pour vous laisser le plaisir de lecture, mais cette petite fin douce amère m'a permis de... ouais, de trouver un petit peu de joie quand même dedans, et c'était beau, et c'était doux, et mon conjoint a dû me réconforter après cette lecture. J'ai envoyé une photo à Manon et Amira en pleurs pour dire bah voilà, bravo. En gros on en est là, mais c'était super chouette. C'était très bien, et même si là j'ai déjà fait ma note et du coup je vais vous la dire, je suis quasi sûre que c'est le gagnant de la bataille livresque, mais il faut quand même que j'aille au bout, ne serait-ce que pour les personnes qui ont accepté de participer. En personnage j'ai mis 8 parce que c'était très bien, mais je pense qu'on aurait pu aller peut-être encore un tout petit peu plus loin. En atmosphère j'ai mis 9 parce que l'atmosphère de la forêt était vraiment super bien retranscrite, c'était super chou. En écriture j'ai mis 8, alors sachez que quand je mets 8 c'est très bien. En histoire générale j'ai mis 9 parce que je suis très touchée par la maladie de l'oubli tout. Hein. En intrigue, le fait de vouloir retourner au livre, j'ai mis 9 parce que pareil j'étais très zappée par cette histoire. En logique j'ai mis 10 parce que comme je vous ai dit, la maladie est vraiment très bien retranscrite, et l'auteur dit lui-même qu'il a travaillé plusieurs années avec des patients atteints d'Alzheimer, et ça se sent, voilà, ça se sent vraiment. Donc 10, et en appréciation générale j'ai mis 10 parce que voilà c'était exceptionnel, j'ai pleuré, c'était le coup de cœur, c'était l'émotion. Au-delà de l'objectivité, c'était l'émotion, ça m'a pris aux tripes, et donc voilà, j'ai mis 10. Ce qui nous fait une très jolie note de 9 sur 10 avec 5 étoiles. Donc il passe en tête du classement, c'était prévisible. D'ailleurs Marie m'avait dit au tout début, non mais si tu prends Mémoire de la forêt pour Manon c'est bon, j'ai aucune chance, ou quelque chose du genre. Voilà, du coup je vais vous laisser, je vais faire une ou deux lectures pour changer un petit peu de style, et puis je reviens très vite pour la 4e lecture, puisqu'il faut que je me grouille et que ce vlog sorte le 24 juillet si je me trompe pas. Voilà, du coup je vous laisse. Bonjour à tous, on est dimanche soir, il est 20h46 et c'est la canicule. Ouais, il fait très chaud en ce moment, du coup je dors pas très bien, donc enfin voilà, clairement c'est pas mon meilleur jour, mais soit j'étais obligée de vous parler un petit peu, tout simplement parce qu'il faut que je vous parle de la liste de Camille, qui est notre 4e participante à cette bataille livresque, puisque j'ai commencé tout à l'heure son livre, donc, enfin même hier d'ailleurs, donc il est temps quand même que je vous fasse sa petite liste. Alors déjà je vais vous donner son top 10 moins celui que je lis. Donc il y a Jack et la grande aventure du cochon de Noël. C'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais c'est plus un livre que je garderai pour l'hiver, pour la période de Noël, si jamais j'avais envie de le lire. Donc hors jeu. La Reine sans royaume de Holly Black, je n'ai pas encore lu. Alors c'est quoi? C'est pas le Prince Cruel, c'est le deuxième. J'ai oublié le nom du deuxième, mais en gros La Reine sans royaume c'est le 3e tome de la saga Le Prince Cruel, et je n'ai lu que le premier, donc voilà. Il y a Les 4 cavaliers de Laura Thalassa, et ça je crois que c'est un genre de romantasy un petit peu osé, je suis pas sûre que ça va vraiment me plaire. Il y a un tome de The Mortal Instruments, je n'ai jamais commencé la saga, autant vous dire que voilà, je pense pas lire ce roman là. Un royaume de chair et de feu de JLA, je l'ai lu et je l'ai pas forcément aimé d'ailleurs. Ensuite on a Amy versus Oliver de Vicky Skinner, et ça je vous avoue je sais pas du tout ce que c'est. Le numéro 3 c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, et j'avais adoré cette lecture. Numéro 2 La maison au milieu de la mer céruléenne, toujours de TJ Klune, et pareil, gros coup de cœur. Et enfin premier Crescent City de Sarah J. Maas, que j'ai déjà lu évidemment. J'ai beaucoup aimé le premier tome, un petit peu moins le deuxième, mais ça va quand même. Du coup vous avez vu, il y a quand même pas mal de livres, soit que je ne peux pas lire parce que je les ai déjà lus, ou je ne suis pas à jour dans la saga, ou alors c'est pas trop mon style. Et il restait le 10e, vraiment le 10e, parce qu'elle m'a fait un top 10 numéroté. Le 10e, c'est le livre que j'ai choisi puisqu'il était dans ma pile à lire. Et il s'agit de Vania et le loup de Margaret Owen. Je crois que c'est une duologie, et donc ça c'est le début chez PKJ.
Et c'est très difficile à pitcher, tout simplement parce que déjà j'ai pas compris le début, j'étais perdue. Bon après Camille m'a dit que c'était normal, d'autres personnes m'ont dit que c'était normal, donc je me suis pas plus inquiétée que ça, mais j'étais complètement perdue. Je sais qu'on va suivre Vania. Et pour essayer de faire un résumé de ce que j'ai compris, elle a pris la place de la princesse Giselle, elle se fait passer pour elle, elle a un collier de perles, quand elle le porte elle ressemble à Giselle, quand elle le porte pas elle ressemble à sa véritable identité, et du coup elle se fait passer aussi pour sa gouvernante, elle joue un double rôle pour pouvoir voler les riches. Elle laisse un petit truc derrière elle, je vous dirais pas quoi, pour un petit peu en guise de signature. Vous savez, voilà, les grands voleurs qui laissaient toujours une plume ou un machin. Bah elle c'est un petit peu ça. Elle va être maudite par une déesse parce qu'elle a pris énormément de choses qui ne sont pas à elle, et la déesse lui dit tu as 2 semaines pour rendre tout ce que tu as pris, sans lui préciser quoi, sinon tu vas mourir, et d'autant plus petit à petit tu vas avoir des perles et des rubis qui vont te pousser sur le corps, qui vont être un petit peu le signe de ta malédiction. Du coup elle ça l'embête un petit peu parce que c'est quand même visible d'avoir un rubis là par exemple. S'ensuit le début de la quête de Vania pour essayer de savoir déjà qu'est-ce qu'elle doit rendre et comment. J'en dirai pas plus, puisque là je commence à comprendre un petit peu, tout commence à s'imbriquer, et je pense que en fait l'histoire ça va être surtout d'essayer de démêler le vrai du faux, puisque j'ai l'impression que le personnage principal n'est pas un narrateur fiable. Alors je peux me tromper peut-être, mais c'est l'impression que j'en ai. Et du coup, je sais pas trop sur quel pied danser. Le début a été très ardu parce qu'il y avait énormément de termes germaniques, certains qui existent, d'autres non. Et c'est pas ultra bien expliqué, et même si en allant très doucement on peut comprendre à peu près les termes, j'ai trouvé que c'était un peu alourdissant au niveau du récit et que on comprenait pas tout, et que tout de suite on était un petit peu sorti du récit en se disant mais de quoi il parle, je comprends rien, et que c'était pas très facile de se mettre dedans. Et ça, au début, franchement au début j'ai eu peur. Ça s'est complètement dissipé, alors je sais pas si je me suis juste habituée, j'ai compris les trames, j'ai compris les personnages, et du coup bah maintenant ça roule, ou si c'est que l'autrice a vraiment eu un break, un changement dans sa façon d'écrire, mais en tout cas là ça va tout seul et ça se lit très vite, très bien. Donc j'en suis à la page 194 et j'aime beaucoup pour le moment. Alors je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais pourquoi pas, qui sait, parce que plus ça va et plus j'apprécie ma lecture. Et c'est cool parce que finalement en fait c'est 100 pages sur 600, donc ça reste quand même une petite acclimatation, c'est pas très grave. En tout cas voilà, je vais continuer à lire ça, et puis je reviendrai vous faire une update je pense à 400 pages aux 2/3 pour vous dire ce que j'en pense. Coucou, on est lundi soir et c'est toujours autant la canicule. Hâte que ça se termine, je vous avoue. Là ça commence à être un peu chiant. Bon après l'année dernière on a eu des périodes de 3 semaines. Là ce sera une période de même pas une semaine, donc ça va. Mais là je sens que ma tolérance commence à réduire vraiment drastiquement. Du coup vivement la nuit de mardi à mercredi. En soi il reste plus beaucoup de temps pour un petit peu et rafraîchir tout ça. En attendant, moi je suis arrivée à un petit peu plus de 400 pages de Vania et le loup. Ça se lit très très vite, franchement, vraiment très vite. Et puis en plus j'étais en télétravail aujourd'hui, donc entre hier et aujourd'hui j'ai bien avancé. On commence à y voir un peu plus clair, on sait ce qui s'est passé entre Giselle et sa servante, donc Vania, pour qu'elles en viennent à échanger leur rôle. On en sait un petit peu plus aussi sur les Nightmarks, je crois que ça se dit comme ça, enfin les cauchemars en gros. On commence à avoir une idée de qui, pourquoi, mais on n'a pas vraiment les preuves. Et puis moi je sens qu'il reste encore une histoire sous-jacente par rapport à Giselle et Vania qui n'est pas encore racontée. Parce que petit à petit en fait vous avez des fois des contes, ça s'appelle. Par exemple là c'est le 4e conte. Et à chaque début comme ça d'espèce de partie, il y a un petit chapitre qui raconte et qui explique ce qui s'est passé entre Giselle et Vania. Et je sens qu'il m'en manque. Il me manque des éléments. Et je vois qu'il nous reste 2 contes, dont un qui est à la fin, donc je pense qu'on va rien apprendre à la fin. Mais à mon avis il y a encore un conte qui est super important au niveau de la compréhension des personnages et de pourquoi on en est là. Donc à voir. En tout cas c'est un livre qui se lit plutôt rapidement. C'est du fantastique fantasy qui tire un petit peu sur le thriller parce que alors attention hein, je suis une lectrice de thriller et pour le coup quand je dis ça c'est vraiment
très très large, mais il y a une espèce d'enquête dans cette histoire. C'est pour ça que je dis, voilà, il y a un petit côté en fait enquête où on essaye de comprendre ce qui se passe à la fois au niveau de l'histoire. On essaye de savoir qui est l'invocateur des cauchemars et puis il y a des choses aussi, des disparitions, voilà. Mais en même temps, il y a aussi une enquête de la part du lecteur pour essayer de démêler le vrai du faux dans l'histoire en fait de nos protagonistes. Donc il y a ce double côté un peu enquête qui me plaît pas mal, moi qui aime bien le polar. Du coup j'avoue que ça marche plutôt bien avec moi. Les personnages sont sympas, j'ai un peu de mal avec Gisèle et Vania. Mais bon, c'est du young adulte. Et puis au niveau du rythme, je trouve que c'est quand même assez rythmé, on s'ennuie pas trop. Il y a vraiment eu le début qui était un peu rude on va dire, mais là maintenant ça se goupille plutôt pas mal. On a compris un petit peu les mots qui étaient compliqués à comprendre parce qu'on parle pas allemand et on les utilise presque plus en fait finalement, c'était beaucoup utilisé surtout au début et du coup ça va beaucoup mieux, c'est plus fluide, ça se lit très vite comme je vous disais, hein, franchement c'est affolant à quel point ça se lit vite, en même temps c'est un PKJ donc la police, les marges, tout ça c'est quand même très aéré donc c'est pas étonnant, mais en tout cas c'est plutôt chouette. Clairement à mon avis ça battra jamais Mémoire de la forêt, mais c'est une bonne lecture et je suis assez intriguée parce que je sais que c'est au moins une duologie. Je me dis qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir raconter après, est-ce que la fin va faire que ça va vraiment ouvrir sur une toute nouvelle histoire, je ne sais pas. En tout cas je vais continuer à lire, je vais essayer de survivre à cette chaleur horrible et puis je reviendrai vous parler soit demain soit après-demain quand je l'aurai terminé pour vous donner mon avis final et surtout pour mettre une note à ce livre. Coucou, on se retrouve pour clôturer, alors non pas le vlog, mais la lecture de Vania et le loup, puisque j'ai terminé la lecture de Camille. Et qu'est-ce que je pourrais vous en dire? C'était vraiment chouette, pas un coup de cœur, mais c'était une lecture que j'ai trouvée assez prenante malgré le début un peu difficile. J'ai bien aimé le fait qu'en fait le narrateur ne soit pas un narrateur fiable. On est constamment dans cette recherche de savoir si on ne cache pas des choses, s'il n'y a pas un élément qui nous échappe. Et en fait finalement il y a des éléments qui nous échappent et on le sait, et c'est pour ça qu'on a envie de gratter, on a envie de comprendre un petit peu, et voilà, on essaye de décrypter un petit peu tout ça, et ça j'ai trouvé ça très cool. Je trouvais que ça apportait vraiment une dimension un peu originale, surtout pour du young adulte. Donc sur ce point là je dirais que je suis assez satisfaite. Je suis très interrogative cependant sur la fin et je pense que je vais en parler à Camille parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris sur la dernière page. Après les personnages, j'ai pas été franchement en admiration devant eux, c'est pas ce que j'ai préféré dans l'histoire. Je trouve Gisèle et Vania un petit peu agaçantes. Emmerich est un personnage plutôt intéressant, mais Vania et Gisèle, voilà, je suis pas super fan de ce duo de personnages. Mais en fait, c'est pas vraiment les personnages qui rendent cette histoire intéressante, c'est vraiment toute la recherche de la vérité. Et la narration, la façon dont c'est amené, que j'ai trouvé super prenante et super originale. C'est une lecture très chouette. Pas un coup de cœur, pas une saga dont je me remémorerai je pense toute ma vie. Je crois qu'il y a 3 tomes qui sont prévus pour le moment. Mais je lirai la suite avec plaisir parce que j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont elle construit le roman, et je pense qu'elle va continuer de faire ça pour les livres d'après. Alors concernant la note, je l'ai déjà mise à tête reposée juste avant de filmer. En personnage j'ai mis 6 parce que comme je vous ai dit je suis pas super fan de Vania et de Gisèle. Mais en atmosphère j'ai mis 8 parce que j'ai trouvé que l'atmosphère un petit peu conte de fées était très présente. En écriture j'ai mis 7 parce que j'ai bien aimé. En intrigue générale j'ai mis 7 aussi. Pour ce qui est du côté AP dans mon histoire j'ai mis 7 parce que j'arrivais très bien à le reposer et pas me dire oh mon dieu qu'est-ce qui s'est passé après. En logique j'ai mis 8 cependant parce que j'ai vraiment apprécié la construction de nous cacher des choses mais qu'on soit au courant en fait que ces choses sont cachées. Ce n'est pas de la retention volontaire pour juste la donner à la fin, c'est on sent dès le début dans la façon dont elle narre son histoire Vania qu'il y a des choses qu'on sait pas, et j'ai bien aimé, je trouvais que c'était logiquement fait, donc j'ai mis un 8. Et en appréciation générale j'ai mis un 7 parce que c'était chouette. Pas exceptionnel mais chouette, du coup ça fait une note de 4 étoiles sur 5 et 7,14 sur 10. Pour l'instant c'est la 4ème du classement, mais franchement il n'y a pas de quoi rougir parce que c'était une très chouette lecture. C'est juste que les 3 d'avant étaient exceptionnels, mais là c'était quand même une très bonne lecture. Donc franchement il n'y a pas à rougir Camille, je suis très contente de mon choix. Il ne reste donc plus que Gladys
Gladys. Et pour ça je vais encore faire une mini pause parce que j'ai 2 lectures en cours à terminer. Et puis je sais que c'est pas un livre qui est très gros, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant de le lire. Mais je reviens au plus vite pour vous en parler. Petit point météo, la canicule est enfin terminée et ça on adore. Donc voilà, je vais vous laisser et puis je reviens très vite pour la 5e lecture de cette bataille livresque. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque bataille livresque, plus on avance dans la vidéo, moins je suis présentable? Je suis présentement donc en pyjama, hein, pour vous parler de la dernière concurrente de cette bataille livresque qui n'est autre que Gladys de la chaîne Les Pépites de Gladys, qui est donc notre dernière concurrente tout court, puisque j'ai décidé que je ne ferai que 3 épisodes et un all-star avec les 3 gagnants en fin d'année, je pense vers octobre, novembre, un truc comme ça. J'ai hésité à en faire une 4e, mais franchement la fin d'année va être tellement remplie que je me suis dit tant pis. Et je vais vous donner la liste qu'elle m'a proposée il y a maintenant bien longtemps, puisque je lui ai demandé le 26 avril. Voilà, nous sommes présentement le 15 juillet. Tout va bien. Du coup, Gladys, dans son top 10, il y avait le tome 1 de Crush City, la relecture, que j'ai beaucoup aimé, le tome 2 un peu moins, mais bon. Witch and God tome 1, j'ai hésité avec celui-là, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais dernier moment j'ai changé d'avis. Ensuite on a Can't Help Falling in Love tome 2, je pense de Morgane Moncomble. Je n'ai pas lu le tome 1 et c'est pas du tout mon genre, Morgane Moncomble. Donc je me suis pas trop penchée. Ensuite on a Apprends-moi à voler, et ça j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Souveraine de Laura Sébastien, le tome 1. J'ai failli aussi, mais finalement je suis vite passée à autre chose. Storm and Fury, le tome 1 de JLA, et je vous avoue que vu que j'ai abandonné la saga Le sang et la cendre, je suis pas vraiment emballée à l'idée de retourner dans une saga de cette autrice. Je sais qu'elle est adorée, je n'ai absolument rien du tout contre les personnes qui adorent cette autrice, mais juste moi, vu que je l'ai pas aimée, ben j'ai pas forcément envie de retourner dans une autre saga d'elle. Il y a le premier tome de La Marque des Anges de Laini Taylor, pas très emballée non plus. Alors pour le coup j'ai pas détesté Le Faiseur de Rêves, c'était une bonne lecture mais pas exceptionnelle, mais du coup ça me donne pas forcément envie de tout de suite vite lire une autre saga de l'autrice. Play Hard, le tome 1, je suppose que c'est de la new romance, c'est pas mon genre. Kelleana, le tome 5, j'en suis au tome 4. Donc voilà, et enfin le dernier c'est La Grande Librairie, le tome 1 d'Encre et d'os de Rachel Kane. Et je sais que Gladys en avait dit beaucoup de bien sur sa chaîne, et tellement que ça m'avait intriguée et que c'était un titre que j'avais retenu déjà depuis longtemps et auquel j'associe plutôt Gladys. Du coup c'est le titre que j'ai choisi et je le lis en e-book. Donc là j'en suis à 37%, donc j'ai quand même bien avancé malgré la fatigue. Et du coup je peux vous parler un petit peu de l'histoire. On va suivre Jess, qui est un espèce de fils de mafieux on va dire, mais une mafia qui est dissimulée sous une richesse. Du coup les gens pensent que c'est des gentlemen, voilà, des aristocrates, alors qu'en fait ce sont des mafieux, ce sont des contrebandiers qui vont en fait tout simplement faire de la contrebande de livres, puisqu'on est dans un monde qui ressemble un petit peu au nôtre, fin des années 1800 pour moi, dans ma tête. C'est plutôt du fantastique que du fantasy, puisque là on est dans un monde où il n'y a pas encore énormément de magie, enfin même pas du tout. Tout ce qui est évolution au niveau de l'imprimerie n'a jamais eu lieu. On a traité Gutenberg d'hérétique, et du coup tout ce qui est lié à l'imprimerie, à le fait de publier des livres, ça n'existe pas. Vous avez seulement une bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie, qui va regrouper tous les grands manuscrits du monde, et vous avez quelques bibliothèques filles qui vont contenir des copies de ces manuscrits, mais des copies qui sont faites, je pense, à la main. Enfin voilà, ce ne sont pas des... Alors je crois qu'il y a quand même un système pour faire plus facilement les livres, les copies, mais on n'est pas du tout sur de l'imprimerie de masse, voilà. C'est uniquement des exemplaires pour ces librairies filles. Et en fait, il y a tout un commerce, un marché noir de livres qui se fait, où vous avez ce qu'on appelle des coureurs qui vont délivrer en fait des livres à des gens qui vont payer, et en fait à des familles qui vont tout simplement subtiliser des manuscrits et ensuite les revendre en fait à des gens qui ont de l'argent. Et on va notamment croiser
une personne qui s'appelle un lécheur d'encre, je crois, qui va manger les livres. Et ça dégoûte notre personnage Jess, qui lui donc est un coureur et va distribuer en fait les butins à ceux qui payent en gros. Et ça va le choquer profondément, d'ailleurs... Déjà corner un livre c'est du mal, alors le manger n'en parlons pas. Et ensuite il va être choisi pour intégrer la bibliothèque en tant qu'apprenti bibliothécaire entre guillemets, avec plusieurs autres personnes à la suite d'un concours très sélect. Et la formation sur place va être d'autant plus sélecte puisqu'il y a plein de gens qui partent petit à petit parce qu'ils sont pas capables, parce que le prof on va dire, l'espèce de mentor est complètement fêlé, c'est un peu un Severus Rogue, voilà, il fait ce qu'il veut, en gros, il fait ses règles quoi. Et du coup on va suivre notre personnage qui va se faire des amis parmi cette caste de bibliothécaires, et pour l'instant on en est là, et j'avoue que je vois pas trop où est la magie dedans. Après c'est plutôt chouette, moi qui adore le trope d'école, je suis servie, c'est très sympa. Je suis pas très fan des histoires de mafia, du coup le début j'ai un peu lu... Voilà. Par contre, l'école ça me plaît beaucoup plus, donc forcément en ce moment je suis un petit peu plus à fond. On apprend plein de choses, notre personnage il apprend en même temps, et puis en même temps il a une espèce de mission d'espion pour son père, alors du coup il est un petit peu le popotin entre deux chaises, mais c'est vachement chouette. J'aime bien les personnages, bien que je trouve que le personnage de Diego, qui est son colocataire, qui est espagnol, est vraiment trop caricaturé, et ça me déplaît, parce que je trouve qu'il est vraiment caricaturé à l'extrême. Mais sinon c'est chouette. Du coup je vais vous laisser là, je vais aller monter ce petit bout, et puis je vais retourner à ma lecture. Same me, same gueule de merde, same pyjama, mais un jour plus tard, j'en suis à 70% d'encre et d'os. Et les événements ont pris une tournure complètement différente, c'est-à-dire qu'on est vraiment sorti du système académique et qu'on s'est plongé plutôt dans un contexte de guerre civile, ou enfin pas guerre civile parce que c'est pas entre deux factions d'une même entité étatique, mais une guerre qui se passe dans les rues où nos personnages sont au milieu en fait tout simplement des combats. Et j'avoue que je suis un peu moins à fond, je lis parce qu'il faut que je le lise, mais je prends pas vraiment de plaisir on va dire. Le gros problème pour moi qui fait que je manque d'intérêt, c'est que je trouve que le système magique est très peu exploité. Il y a un truc comme quoi ils recopient en fait des livres avec un système d'étiquette magique, mais en fait à part ça il y a rien. Et je suis super frustrée parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, et c'est là où je pense que ça a joué beaucoup, c'est que le livre juste avant que je lisais, pas du tout dans le cadre de cette bataille livresque, mais justement entre deux livres de la bataille livresque, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que la relation entre les personnages était exceptionnelle, c'était doux, c'était tendre, c'était beau. Mais j'étais aussi très frustrée parce que le système magique, le lore, tout ça était très peu exploité. Mais vu qu'il y avait la relation qui était ultra mimes entre les deux personnages, bah ça passait quand même. Mais quand même voilà, je suis restée sur ma faim, et là encore une fois je reste sur ma faim, sauf que ici j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je trouve que le postulat de départ est très intéressant et très original, mais je trouve que il y a tellement plus à faire que ce qui est fait que je trouve ça super dommage. Alors parfois ça arrive dans les livres suivant, blablabla. Sauf que là, moi, à l'instant T, j'en ai besoin maintenant. Je n'ai pas besoin dans 3 tomes en fait. Et du coup, vu que je suis pas super attachée au personnage et qu'en plus je suis ultra frustrée de ce manque d'informations en fait que j'ai simplement vraiment envie d'avoir, et ben ça fait que je lis pour lire quoi, mais je prends pas un grand plaisir parce que voilà, il me manque ces informations, il me manque ce système que j'ai envie d'approfondir, et en fait on fait tout sauf ça. C'est dommage, et je pense que ça souffre aussi du fait que j'ai déjà été frustrée dans ma lecture précédente, mais que dans la lecture précédente, les personnages m'ont vraiment plu. Ce qui fait que là, vu que je m'attache pas aux personnages et que le système me frustre, on est un peu dans une impasse. Pour être très honnête, j'ai pas vraiment envie de finir ce roman. Voilà. Parce que je suis fatiguée, parce que je suis dans une période super stressante, vous-même vous le savez, où voilà, il y a tout qui se met en place, et je pense qu'en fait, je suis dans un mood de lecture à lire que des choses qui me font vraiment plaisir. Et là je prends pas le plaisir que j'aurais voulu apprendre. En soi, c'est pas une lecture que je déconseille, c'est pas une lecture que je trouve mauvaise, c'est juste pas en fait une lecture qui à l'instant T m'apporte ce dont j'ai besoin.
Là j'ai besoin soit je pense d'une romance, genre tranquille, soit d'un thriller facile, efficace, on ne réfléchit pas, soit d'un univers dense et exploité jusqu'au bout. Et en fait là on est dans aucun de ces cas là et du coup j'ai pas trop envie de retourner à ma lecture et je sais d'avance que je continuerai pas la saga. Du coup je vais m'arrêter là je pense. C'est dommage hein, d'abandonner si près du but. Et puis surtout je veux pas que Gladys elle le prenne mal parce que vraiment il y a plein de livres sur sa liste qui me plaisent énormément. Et puis en soi je le trouve super original son roman. C'est juste que là tout de suite c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Et avec la frustration de ce que j'ai lu déjà qui se répercute sur ma lecture en cours, plus le fait que arrivé à 70% j'aurais aucune envie de le recommencer. Et en fait il faut savoir un truc, c'est que je déteste mettre mes lectures en pause. C'est soit je les reprends du début, soit je les mets en pause un jour ou deux max. Mais là je sais que pendant un petit moment je vais pas avoir envie de retourner à cette lecture. Je pense que le mieux c'est que je l'arrête. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas mort d'homme. Au final j'aurais fait un abandon par bataille livresque et je me disais tiens j'ai pas encore fait d'abandon, bah voilà. Mais c'est pas que c'est une mauvaise lecture, loin de là. C'est juste que c'est pas ce que j'ai envie de lire pour le moment et c'est pas ce que j'ai besoin de lire. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas mort d'homme. Mais du coup je vais m'arrêter là pour cette bataille livresque. Je ne note pas le livre de Gladys vu que je l'ai abandonné comme dans les précédents épisodes. Et bah je peux le dire du coup, la grande gagnante n'est autre que Manon de Vibration Littéraire, tout simplement parce que j'ai choisi Mémoire de la Forêt, que j'aurais pu choisir dans d'autres listes. Je sais que d'ailleurs Gladys l'a adoré en parlant de Gladys. Elle était sur la liste de Marie. En tout cas voilà, c'était sans grande surprise. À partir du moment où j'ai commencé Mémoire de la Forêt, voilà, il n'y avait pas vraiment de suspense sur qui allait gagner, mais j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout. Même si là du coup je vais pas vraiment jusqu'au bout parce que j'abandonne le livre, mais je pense que pour mon bien-être, ça sert à rien que je me force. Je ne fais que dire qu'il faut abandonner les livres aux gens, donc je vais m'écouter pour une fois. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, je remercie ces 5 personnes fabuleuses d'avoir accepté de faire partie de cette bataille livresque. Je vous invite énormément à aller checker leurs réseaux sociaux. Vous avez Manon de Vibration Littéraire et Marie de Mirazonchi qui ont des chaînes Twitch qui sont super chouettes. Elles font plein de lives. Je fais plein de read with me avec elles en ce moment et c'est un grand bonheur et j'ai appris à les connaître et je suis super contente parce que vraiment je trouve que c'est des filles ultra chouette. Vous avez Camille qui est principalement disponible sur YouTube, qui a également ouvert son Patreon ces derniers temps, donc je vous invite à aller checker parce que c'est une fille super sympa et super fraîche et super rigolote. Vous avez Gladys aussi qui a une boutique exceptionnelle, d'ailleurs j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps, ma petite Gladys, qui est aussi une très belle personne, qui a aussi un Patreon, un YouTube, un Instagram, voilà. Et enfin vous avez ma petite Lucie qui n'a qu'un compte Instagram pour le moment, mais qui est d'une douceur et d'une bienveillance qui fait du bien. Toutes ces story respire la gentillesse, donc je vous invite à aller voir toutes ces personnes merveilleuses. Évidemment chacune a fait beaucoup plus que ce que j'ai pu citer, mais j'avoue que je me suis fait la réflexion que sur les 2 dernières batailles j'ai pas assez parlé des personnes et j'ai trop parlé de leur lecture, donc je voulais me rattraper un petit peu. C'est comme ça qu'on va clôturer cette bataille livresque. Il y aura une édition All Stars, voilà, le best des bests, les champions des champions, avec donc Dylan de la page Instagram Vintage Navy Books qui avait gagné la première bataille livresque, Louise de la page Instagram et le compte YouTube Les Affaires de Louise qui avait gagné la seconde bataille livresque, et enfin donc Manon de Vibration Littéraire sur Twitch, Instagram, YouTube, et je crois que j'ai fait le tour, qui vient de gagner cette 3e bataille livresque. On aura donc un All Star avec 3 lectures pour désigner le grand vainqueur de cette bataille livresque édition 2023, et franchement vu les titres que j'ai en tête, parce que j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais prendre pour ces personnes, je n'ai aucune idée de qui va gagner. Voilà. En tout cas j'espère que ce concept vous a plu. Je ne sais pas du tout si je vais le reproduire à l'identique l'année prochaine ou si je vais changer légèrement certaines choses. Mais bon, on en reparlera dans la vidéo All Star où je vous ferai part de mes envies, de mes idées et vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si jamais vous êtes encore là après tout ce temps, n'hésitez pas à mettre un petit emoji renard pour Mémoire de la Forêt parce que vraiment c'était un très bel ouvrage que je vous recommande. Et puis encore une fois, merci de tout votre soutien qui est constant et qui m'aide beaucoup, surtout dans les périodes qui sont compliquée et stressante, donc vraiment merci beaucoup. Si vous saviez à quel point j'adore faire ce que je fais, c'est vraiment ma bulle de plaisir et de créativité et je m'éclate, donc vraiment merci beaucoup. Encore grand merci, même si je me répète, aux 5 personnes merveilleuses qui ont accepté de participer. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo où je serai sûrement un peu plus apprêtée, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.